Bonjour, pour ce café de l'INAS, nous accueillons Valérie Duvivier qui vient de finir sa thèse en sciences de l'éducation. Sa thèse est intitulée Dis-moi ce que tu observes, je te dirai qui tu es. Il s'agit d'une étude comparative de la vision professionnelle en enseignement à l'aide de l'oculométrie auprès de formateurs universitaires et de futurs enseignants dans l'enseignement secondaire. Bonjour Valérie. Bonjour Émilie, ravie d'être là. Pareillement. Alors, Valérie, dans ta thèse, le titre, c'est Dis-moi ce que tu observes, je te dirai qui tu es. En fait, quand on pense à un enseignant, on se dit d'abord qu'il enseigne, on ne se dit pas forcément qu'il observe. Oui, tout à fait. Quand on pense à un enseignant, on imagine tout de suite ce qu'il fait dans sa classe. Tiens, il a interrogé un élève, il est allé vérifier la feuille d'un autre. Et c'est très intéressant, c'est important, mais finalement, ce qu'il fait, ça relève de choix. Et ces choix ne sont pas basés au hasard. C'est d'ailleurs même très important de s'imaginer qu'un enseignant ne fait pas n'importe quoi à n'importe quel moment. Ces gestes professionnels, ils sont basés sur des choix qui sont eux-mêmes basés sur l'observation préalable de la classe. Et ils observent quoi alors? Alors, il observe des gestes, il observe également des mimiques, il peut observer son environnement de manière générale. En tout cas, il le fait de manière à partir de deux grands processus, perceptifs et cognitifs, selon Vanessa et Sherine, qui sont tout d'abord repérer des événements et puis raisonner à leur sujet. Alors, on a d'autres auteurs qui vont rajouter cette partie d'action, l'agir, Kaiser et Jacob, qui vont justement souligner qu'une fois que les événements sont repérés, une fois que l'enseignant a raisonné à leur sujet, il va choisir sur quoi agir de manière la plus pertinente possible par rapport à la situation de la classe. Donc, il y a 3 étapes, repérer, raisonner et agir. Oui, c'est ça. Et toi, ta thèse, elle se concentre sur lesquelles de ces 3 étapes? Alors, elle se concentre sur les 3 étapes, mais principalement sur les 2 premières, sur le fait de repérer des événements et puis de raisonner à leur sujet. Ce sont vraiment ces 2 principes-là. Oui, Ces 2 premières étapes du processus. Et donc, pour le faire, tu dis que tu utilises l'oculométrie. C'est quoi l'oculométrie? Oui, tout à fait. En fait, à partir du moment où on parle d'observation, on va parler donc du repérage. Repérer ce que l'œil regarde, c'est vraiment quelque chose de particulier. C'est difficile. On a des yeux qui font des milliers de mouvements par jour et souvent ces mouvements, ils sont inconscients. Alors jusqu'à maintenant, on demandait à l'observant, qu'as-tu observé? Pourquoi est-ce que tu as regardé là? Alors, on est toujours en train de demander à l'enseignant ce qu'il a fait, mais il n'est peut-être pas conscient de justement ce qu'il a regardé. Et là, l'oculométrie va être très intéressante parce que elle va nous permettre d'accéder à ce regard, parce que c'est un outil qui permet de mesurer en direct et de manière continue le regard d'un individu. Et on va pouvoir caractériser ce regard en sachant où l'individu a regardé, pendant combien de temps et dans quel ordre. Donc, on est sur une vision beaucoup plus précise de l'observation. Et finalement, en fait, ce que tu dis, c'est que l'observation, c'est pas si simple. Oui, Tu tout à parles fait. même d'observation professionnelle. Oui, alors on pourrait se dire, toute la journée, on passe notre temps à observer des choses et c'est vrai. Mais à partir du moment où on est dans un contexte professionnel, cette observation, elle va être structurée, soumise à des cadres. On pourrait prendre nous, on est dans le secteur de l'enseignement, mais ce sera peut-être parlant aussi de parler d'un secteur qui est l'archéologie. Si on met un archéologue devant un terrain, il va tout de suite penser à regarder certains éléments. Une fois qu'il est en train de fouiller, il va aussi devoir observer et reconnaître des signes qui lui font penser qu'il y a bien un endroit qui est intéressant pour les fouilles. Alors s'il tombe sur un fémur de dinosaure, ça c'est assez simple. OK, il a trouvé l'énorme os. Bon, mais il y a des choses qui sont beaucoup plus fines, beaucoup plus précises, beaucoup plus petites, qui se cachent dans les sédiments. Et ça, c'est son œil aussi d'observateur, finalement, cette observation professionnelle qui va faire qu'il va les repérer. Et l'enseignant, c'est d'une certaine manière la même chose. Alors, il n'est pas devant des fémurs de dinosaures, il y a des vrais élèves, mais lui aussi, il va repérer certains signes qui sont importants au moment où il donne sa leçon. Donc, différents métiers, différents types d'observation professionnelle. Et donc, toi, dans ta thèse, sur la formation des enseignants, tu analyses quoi précisément? Alors moi, je vais observer, voilà, c'est le cas de le dire, je vais observer de manière scientifique comment ils observent une vidéo de salle de classe, une vraie leçon qui est donnée. Alors on a fait ce choix parce que dans la formation des enseignants, la vidéo est utilisée systématiquement.
que ce soit dans des vidéoclubs ou dans d'autres secteurs, on va notamment avoir des enseignants qui vont regarder des vidéos d'eux-mêmes, mais aussi des vidéos d'autres enseignants qui donnent des leçons. Ces vidéos, on ne sait pas encore véritablement comment elles sont regardées. On sait qu'on les utilise, mais là, nous, on est allé voir un peu plus bas, on est allé voir dans la brique juste en dessous, en se disant, mais tiens, quand ils sont face à une vidéo, qu'est-ce qu'ils regardent vraiment? Alors, on a choisi une vidéo de salle de classe, effectivement, et l'intérêt aussi de la vidéo qu'on a choisie, c'est qu'elle présente une stagiaire qui donne une leçon à des élèves. Et cette stagiaire, elle va, à un moment donné, commettre un incident. Oublier de remettre des élèves en groupe. Donc on a une vidéo très riche puisqu'on a l'arrivée d'élèves en classe, un incident avec cette stagiaire qui se trompe dans la planification de ce qu'elle a prévu et puis une supervision de travaux de groupe. Et en tout cas, dans la littérature, on identifie que ces différents événements, ce sont des événements qui inquiètent particulièrement les futurs enseignants quand ils débutent à enseigner. Oui, donc vous avez fait attention à choisir une vidéo qui soit suffisamment complexe. Et donc vous avez analysé comment les futurs enseignants regardent la vidéo. Est-ce que tu as aussi regardé comment les formateurs regardent la vidéo? Oui, effectivement, c'est ça l'intérêt aussi de ce travail, c'est que jusque maintenant, on a des informations sur la vision professionnelle de futurs enseignants, pas mal. On commence vraiment à bien comprendre que les futurs enseignants ont un balayage bien plus restreint, ils regardent surtout le centre de l'image, les premiers rangs, ils vont aussi regarder principalement l'enseignant qui est sur la vidéo et pas forcément les élèves, surtout s'ils ont des signes de désengagement ou de questionnement qui sont très subtils. On a également pas mal de travaux, d'ailleurs c'est la majorité, sur les enseignants experts, c'est-à-dire des enseignants qui ont déjà une forme d'expertise parce qu'ils sont en classe depuis un certain nombre d'années. Et chez eux, on va observer aussi des différences de vision professionnelle. Ils vont avoir un balayage beaucoup plus large, ils vont jusque dans les éléments plus périphériques, les coins finalement des vidéos, et ils vont principalement observer les élèves, contrairement donc aux futurs enseignants qui se fixent sur l'enseignant à l'image. Et donc toi, dans ta thèse, qu'est-ce que tu as trouvé en termes de différence entre les formateurs et les futurs enseignants? Et donc nous, on s'est intéressé aux formateurs parce qu'au moment de faire cette thèse l'année passée, seule une étude s'était interrogée sur les formateurs. Alors que c'est la mission quasi principale, d'après Cohen, des formateurs d'enseignants, c'est d'observer des pratiques, notamment sur vidéo, et puis d'en faire un feedback aux futurs enseignants. Et donc nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a regardé justement comment cette vision professionnelle entre les futurs enseignants et les formateurs se distinguait, quels étaient les points identiques et quelles étaient les différences. Et vous avez trouvé quoi? Alors on a bien distingué les trois processus, et ça c'est particulier aussi parce qu'en général les études se fixent sur un processus. Alors au niveau du processus repéré, ce qu'on a pu identifier, ce sont des résultats qui vont dans le sens de la littérature entre futurs enseignants et enseignants experts. On a sur cette vidéo des futurs enseignants qui regardent principalement l'enseignante à l'image et les élèves au profil fort. Oui. Très engagés ou au contraire très désengagés. Sur la vidéo, on a un enfant qui lève la main vraiment de manière très très frénétique. Il veut répondre. Vous voyez, c'est un peu l'élève parfait qui veut répondre à toutes les questions. Et au contraire, on a une élève qui, elle, passe son temps à dessiner. Ça, c'est repéré assez facilement par les futurs enseignants. Chez les formateurs, on va avoir quand même des différences parce que eux, ils vont aller regarder les élèves qui sont justement désengagés. Ils vont regarder cet élève qui dessine, mais ils vont aller regarder aussi d'autres élèves où le désengagement est plus subtil, avec des petits signaux. Et ce qui est très intéressant, c'est que quand on va leur demander, quand on analyse leur stratégie visuelle, eh bien, eux ils ne fixent pas forcément une zone, puis aller voir une deuxième. Ils font des rebonds. Ce balayage dont tu parlais tout à l'heure. Tout à fait. Et donc, en fait, finalement, souvent, on se dit que diriger l'attention des étudiants, c'est limiter leur périmètre d'observation. Mais toi, ce que tu dis, c'est qu'en fait, si on a un cadre d'observation, ça permet d'élargir le périmètre d'observation. Oui, alors c'est très intéressant ce que tu dis parce qu'on a tendance à s'imaginer qu'il faut laisser le futur enseignant regarder tout ce qui lui vient. Eh bien non. Spontanément. Spontanément, oui. Il va aller voir certaines choses, mais il va en louper d'autres. Et donc, ce que tu dis est très juste. Finalement, diriger l'attention au départ
pour que le futur enseignant sache ce qu'il doit regarder en priorité par rapport à la situation, notamment cette fameuse élève qui est désengagée tout le temps ou au contraire celui qui ne sait pas, qui ne comprend pas toujours à un moment donné, qui n'ose pas poser une question, eh bien c'est d'une certaine façon aussi élargir leur périmètre d'observation. Parce que sinon, ils restent focus sur l'enseignante à l'image, alors que l'enseignante, elle est importante pour eux. Et c'est logique qu'ils la regardent, parce qu'eux, ils veulent devenir aussi enseignants. Mais elle est enseignante, pas toute seule. Elle enseigne parce qu'il y a des élèves et qu'il y a une situation. Et donc, tout ça, qu'est-ce que ça signifie pour la formation des enseignants, finalement? Comment est-ce qu'on peut élargir ce périmètre pour qu'ils aient un regard aussi aiguisé que celui des formateurs? Alors, il y a 3 éléments, en tout cas, que j'aimerais mettre en avant, parce qu'on pourrait aller plus loin. Mais pour la formation des enseignants, ce que cela signifie, c'est que tout d'abord, les formateurs ne vont pas regarder les mêmes choses que les futurs enseignants. Et c'est important qu'ils soient conscients de ces éléments-là, parce que leur balayage est beaucoup plus rapide, ils voient beaucoup de choses, donc ils vont devoir penser qu'effectivement, le futur enseignant, lui, il ne regarde pas de la même manière ni les mêmes choses. Et donc, pour un formateur d'enseignants, concrètement, ce que cela signifie, c'est qu'il va pouvoir réfléchir à 2 éléments. Premièrement, le contenu de la vidéo. Montrer une vidéo très complexe dès le départ, ce ne sera pas soutenant. Une vidéo où il y a des informations qui se complexifient, qui s'ajoutent, des vidéos où il y a des éléments qui sont bien mis en évidence, bien c'est une très bonne chose au départ. Donc, tu veux dire, quand on regarde une vidéo, par exemple, attirer l'attention sur des choses que l'œil novice, le futur enseignant ne regarderait pas forcément. Oui, et c'est pour ça que à la fin de la thèse, je propose 2 outils concrets. Ce sont des vidéos enrichies de prompts, donc avec des informations qui vont être entourées ou une voix off qui va dire attention, regarde là dans le fond. Ça, c'est tout d'abord une première piste concrète. Il y a donc ce support vidéo qui est retravaillé et une autre façon de retravailler ce support vidéo, c'est d'utiliser, et là on est un peu plus dans la technologie, mais c'est tout à fait faisable, des vidéos qu'on appelle EME, Eye Modeling Movement Eyes, qui sont des vidéos vraiment particulières puisqu'on fait, on demande à un enseignant expert ou à un formateur d'observer une vidéo. Le suivi oculaire fixe nous permet de capturer les différents endroits où il regarde et on lui demande en même temps de verbaliser ce qu'il fait, pourquoi il le fait. Pourquoi donc, à ce moment-là, il regarde par là. Oui, donc l'enseignant, il voit ce que le formateur regarde, puisque c'est indiqué sur la vidéo. Et puis, il entend aussi les pensées du formateur et donc ça lui permet d'apprendre par vicariance, comme on dit. Oui. Et donc, le formateur, comme il met un haut-parleur sur sa pensée, eh bien, il transmet d'une certaine manière son raisonnement. Et là, on retrouve de nouveau le processus de la vision professionnelle en enseignement, qui est bien regarder quelque chose, mais le regarder non pas sans raison, mais parce qu'il y a une vraie bonne raison derrière. La situation, finalement, le demande parce que l'enseignant ne pose pas ses gestes professionnels au hasard. Donc, on voit finalement, à travers tes travaux, que l'observation, c'est une vraie compétence qu'on doit développer en formation si on veut qu'elle soit utilisée dans les prochaines étapes de prise de décision, comme tu disais au départ, sur l'observation professionnelle, par rapport au processus d'observation professionnelle. Et donc, on a aussi, nous, en tant que formateurs, tout un travail à faire sur comment on présente les contenus aux futurs enseignants et comment on les aide à développer cette compétence d'observation fine, notamment en élargissant le périmètre des gestes à observer, des choses à observer, des événements à observer, et en accompagnant cette progression graduellement. Et ce que tu décris là, c'est ce que moi j'appelle dans la thèse, mais Gaudin l'appelle aussi comme ça, c'est développer une culture de l'observation, qui n'est pas juste une observation parce qu'il faut regarder quelque chose, comme tu le dis, mais parce que c'est un geste professionnel à part entière et que ce geste, il prédétermine finalement le reste de l'action enseignante. Ok, merci beaucoup Valérie pour toutes ces pistes pour développer cette culture de l'observation au sein de nos formations. Et on se retrouve bientôt pour un prochain café. Merci Émilie, à tout bientôt.